Alors, bienvenue au monde emballant de Monsieur Bouteille, le podcast unique. Mon nom est Noël Gauthier, entrepreneur. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vous offrir les meilleurs podcasts sur l'emballage, vous offrir une vision différente de la circularité au Québec et de l'environnement. On va parler souvent avec les producteurs, les gouvernements, les intervenants dans le milieu environnemental pour essayer d'éclaircir ou même des fois voir s'il y a des petites choses qui nous cachent. Alors, restez en ligne avec nous. À chaque semaine ou à chaque mois, on va avoir des nouvelles thématiques. Et aujourd'hui, à la première épisode, on a une entrevue de fond avec Monsieur Karel Ménard, un grand de l'environnement. Vous allez voir. Et bien sûr, on va se voir tous les mois. On va compléter avec des capsules pendant le mois aussi sur nos plateformes. Suivez-nous. On part direct là. Circuit court présente le monde emballant de Monsieur Bouteille. Nous voulons remercier nos partenaires Circuit court, Gauthier Emballage, Écurie B, Dégustation et animation de la rive, Chef Vincent, Encaval Live Session et GB Studio. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui a une belle carrière devant lui de plus de 25 ans. En fait, c'est le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Alors, Karel Ménard. Salut, Karel. Oui, salut, Noël. Ma carrière est plutôt derrière moi, puis l'information, il faut la mettre à jour. Ça fait maintenant plus de 30 ans. Moi aussi, ça me surprend, mais ouais, non, c'est ça. Mais j'ai commencé très jeune. Je voulais pas te vieillir. Non, c'est ça. Moi, j'ai appris ça. J'ai réalisé ça dernièrement. Là, ça fait un choc. Là. 30 ans à la même place, là. Mais c'est tellement intéressant comme travail. Ben, en fait, j'ai envie de dire, tu as fait partie pratiquement de toutes les consultations, toutes les modifications, toutes les propositions qui ont été faites dans les 30-35 dernières années, au niveau, bien sûr, que ce soit au niveau des contenants, mais aussi au niveau du bac de recyclage, des points de municipalité. Donc, explique-nous un peu. Bref, ça a été quoi, jusqu'à présent, l'évolution de la consigne au Québec? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on va travailler beaucoup autour du sujet de la modernisation de la consigne au Québec. Oui, ben, la consigne, c'est un vaste sujet. Il y a depuis 150-200 ans, là, je ne sais pas exactement, mais il y a eu toujours une consigne privée sur la bouteille de bière parce qu'on ne faisait pas de bouteilles de vitre au Québec dans les années 1800. Donc, les compagnies, Molson principalement, importaient des bouteilles de l'Angleterre. Et comme ils voulaient vraiment faire de la bière, ils faisaient de la bière au Québec, à Montréal, ils voulaient conserver leurs bouteilles. Donc, ils ont mis une consigne pour que les gens rapportent leurs bouteilles. À l'époque, c'est comme ça que ça marchait pour l'ensemble de la boisson, de l'huile, peu importe. On mettait ça dans des cruchons en grès et on retournait au magasin, bon, ainsi de suite. Parce qu'on fabriquait pas autant de contenants qu'on en fabrique aujourd'hui. La consigne, c'est ça. Donc, il y a eu la consigne sur les bouteilles de bière il y a plusieurs centaines d'années. Et en 84, il y a eu une consigne qu'on appelle la consigne publique qui est arrivée au Québec, qui consistait à consigner les contenants de boissons gazeuses. Principalement parce que les producteurs de boissons gazeuses étaient passés de la bouteille en vide de 2 litres, les plus vieux s'en souviennent, là, moi j'ai un petit souvenir de ça, à des bouteilles de boissons gazeuses en plastique. En fait, on est passé de la bouteille réutilisable à la fin des années 70 à la bouteille, entre guillemets, là, recyclable. Au début des années 80. Remplissage unique. À remplissage unique. Ce qu'on appelle les CRM, remplissage multiple, au CRU, remplissage unique. Donc là, pour pas que les bouteilles, on les retrouve partout dans les parcs, dans les rues, parce que ce genre de boisson-là, on le buvait principalement à l'extérieur de la maison. Donc, on a mis une consigne, le gouvernement a mis une consigne de 5 sous à l'époque, en 84, sur les boissons gazeuses. Donc, pendant très longtemps, on a eu de la consigne à 5 sous sur les contenants de boissons gazeuses, là, et la consigne est 10 sous sur les bouteilles de vitre de bière. Et aussi sur les canettes d'aluminium, 5 sous pour boissons gazeuses et bière, à moins que ce soit une grosse canne de bière, là, c'était 20 sous. Ça, c'était à l'époque. Donc, la consigne n'a pas tellement changé au cours des ans, c'est-à-dire en 95-97, là, il y a eu une audience générique sur la gestion des matières résiduelles. En fait, techniquement, c'est la première
commission d'enquête sur la gestion des déchets au Québec. C'est là où j'ai commencé, si on veut, ma carrière, ma fabuleuse carrière. C'était lors de cette commission-là, la commission Journaux. Moi, j'ai fait le tour du Québec là, en suivant la commission, puis j'ai appris énormément de choses, puis c'était super intéressant comme début de carrière, si on veut. À l'époque, c'était pas une carrière, c'était vraiment Une passion. non, c'est une job, simplement. Là. C'était vraiment un accident, l'environnement, pour moi. Mais c'était un bel accident, et puis la preuve, je suis encore là après toutes ces années. En fait, j'en profite justement pour dire que toi, tu as étudié, si je ne me trompe pas, là, en sciences politiques et en administration publique. Exact. Donc, tu dirigeais plus de ce côté-là. Oui. Éventuellement, donc, si je comprends bien, tu es arrivé comme un peu par hasard, puis tu t'es vraiment intéressé à ces sujets-là. Oui. Finalement, tu es devenu une référence avec le Front commun. Oui, parce qu'effectivement, le Front commun me donnait beaucoup de liberté, mais on fait de la politique, on fait de l'administration, on change, on influence les modifications réglementaires, les lois, on rencontre des politiciens, on fait de la politique, même pas de la politique active, mais on arrive à faire en sorte que le législateur avance des lois, des règlements, et puis bon, les adopte, on contribue à ça. Donc, moi, je dis qu'au cours de ma carrière, si on veut, j'ai accompagné le gouvernement pour qu'il adopte des lois plus environnementales, plus écologiques au niveau de la gestion des déchets. Donc, c'est pour ça que je trouve ça passionnant comme travail. Puis en plus, on n'est pas toujours dans un bureau, on sort, on rencontre des gens. Des fois, on est appelé à être panéliste pour des événements, des choses comme ça. On fait des émissions, des podcasts avec des gens qui sont super intéressants. Donc, c'est un travail qui comble tous mes besoins, si on veut, puis en plus, je suis payé pour faire ça. Donc, c'est pas des gros salaires, mais je suis capable de vivre raisonnablement et je trouve que c'est tout à fait suffisant pour moi. Donc, c'est un choix de vie, un choix personnel. Et le soir, quand je rentre à la maison, je dors sur mes deux oreilles en disant que j'ai fait quelque chose qui, éventuellement, va être utile à la société. Donc, ça comble tous mes besoins, toutes mes aspirations à ce niveau-là. On revient à la consigne. Ces beaux messages, dans le fond, m'amènent finalement, Karel, à parler aujourd'hui de la modernisation de la consigne. Oui. On sait qu'en 2000, à peu près 18, si je ne me trompe pas, la CAQ avait annoncé pour la toute première fois le projet de loi qui allait moderniser le système de la consigne au Québec. Si je ne me trompe pas. Puis elle a été, bien entendu, entérinée dans les alentours de 2021-22. Hein? Oui, c'est ça. Mais en fait, en 2018, de mémoire, c'était une commission parlementaire sur principalement la consigne, mais surtout le verre, les bouteilles de vin, là, principalement. Donc, et la plupart des gens qui se sont présentés, c'était juste avant la COVID. Là. Moi, j'avais assisté à toutes les journées, toutes les séances de cette commission-là, qui était une commission, comment ça s'appelle, mais c'est une commission qui avait été, qui découlait pas d'une loi de règlement, mais c'était une commission qui avait été avancée par l'Assemblée nationale pour une question d'intérêt. À Québec, c'est ça. Et ensuite, c'était en 2020, c'était en janvier 2020, quand la CAQ était... elle était déjà au pouvoir, si je ne me trompe pas, en 2018, mais quand c'est le premier ministre Legault lui-même et le ministre de l'Environnement, en janvier 2020, ont annoncé que la consigne allait être modernisée. Et pour moi, ça a été probablement une grande surprise, parce que la CAQ n'avait pas nécessairement, dans son programme politique, avec strictement rien en environnement, et surtout pas sur la consigne, parce que tous les autres partis politiques, Parti québécois, Parti libéral, ils étaient pour, quand tu parlais avec les politiciens, ils étaient pour la consigne, mais dans les faits, c'était trop politiquement compliqué, touché, trop d'opposants. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opposants à la consigne. En fait, c'est principalement les producteurs. Parce que la consigne, il faut comprendre que c'est une façon de responsabiliser ceux qui mettent en marché des contenants de boissons, notamment la Société des alcools du Québec. C'est-à-dire, c'est plus de 230-40 millions de bouteilles de vin alcool qui sont consommées par année au Québec. Et les bouteilles de vin ne sont pas recyclées sous forme de bouteilles. Puis la plupart des bouteilles de vin en verre vont terminer leur vie dans le dépotoir, dans un lieu d'enfouissement technique, comme matériel de recouvrement. Donc, il y a un gros problème de gaspillage, alors qu'on a la plus grosse usine de l'Est de l'Amérique du Nord à Montréal pour fabriquer des bouteilles et de recycler du verre à Pointe-Saint-Charles, la compagnie Owens, pour ne pas la nommer. Elle doit s'approvisionner en contenants de verre de l'extérieur du Québec, de l'Ontario, des provinces maritimes, de la Nouvelle-Angleterre, là où il y a de la consigne, justement, parce que le verre dans le bac de récupération n'est pas propre pour le recyclage, parce qu'il y a trop de contamination.
notamment avec certaines matières qu'on appelle des infusibles. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais ça fait en sorte que lorsqu'on met une bouteille dans un bac de récupération, on est sûr qu'il ne sera pas recyclé sous forme de verre. Donc, on perd la bouteille à toute fin pratique. On en fait d'autres choses. On appelle ça du sous-cyclage ou downcycling en anglais, mais on n'en fait pas du verre. Oui, bien exactement. On en reparlera un petit peu plus tard, si tu veux bien, Ouais. dans un point que j'ai concocté pour ça, parce que tu sais que j'ai été quand même impliqué là-dedans Oui, un absolument, petit peu au niveau du verre, donc du lavage, la circularité du verre. Ouais. Donc, oui, j'ai quelques petits points là-dessus à discuter, et dont Owen Illinois, qui est un verrier à Montréal. Il y a des choses quand même que je sais, que je pourrais dire qui sont intéressantes sur le système, mais comme tu dis, les couleurs que Owen Illinois produit, mais on y reviendra tout à l'heure. En fait, donc, en janvier 2022, le gouvernement du Québec, à l'époque, annonce donc que le règlement de moderniser le système, ça va passer. Et là, on annonce qu'il va y avoir une réforme et qu'il va y avoir une responsabilité élargie aux producteurs. Donc, ils appellent ça, entre guillemets, le REP. Ça, en fait, c'est une super nouvelle. On ne se le cachera pas. Tout à fait, oui. Par contre, je pense que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, où ce que la CAQ, peut-être à l'époque, c'est peut-être un petit peu mis les pieds dans les plats, c'est que, oui, ils ont proposé de la moderniser, mais en même temps, comment je pourrais dire ça? En mettant la responsabilité aux producteurs, ils savaient bien que les producteurs allaient prendre la balle au bon et allaient dire, ben, si c'est nous qui est responsable, c'est nous qui va le gérer et c'est nous qui va le mettre en place. Donc, comme tu viens de dire, à quelque part, le système de nomination de la QRCB, est-ce que pour toi, ça s'est fait dans les règles d'art pour qu'on en arrive à pas juste un conseil d'administration, bien entendu, mais une entité qui représente bien les producteurs au Québec? Ben, en fait, les membres de la QRCB, qui est l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, là, ou Consigne Action, là, c'est son petit nom là, commercial qu'on utilise, ben, effectivement, ceux qui composent Consigne Action, ce sont les producteurs. Donc, historiquement, puis pour des raisons aussi financières, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont en faveur de la consigne. Donc, ils ont été un petit peu forcés, si on veut, d'appliquer, de mettre en pratique, si on veut, ce que tu as appelé la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc, dès le départ, il y avait un petit peu de sable dans l'engrenage là, au niveau de la QRCB. Et nous, il y a eu les modifications, ou la loi ou le règlement, je ne me souviens plus c'était quoi exactement, ben, pardon, on a demandé à ce que les différents comités qui composent la QRCB incluent des gens qui sont out of the box, là, qui font pas partie des producteurs, justement, mais qui ont une expérience au niveau de la gestion des matières résiduelles, notamment au niveau de la consigne, pour justement avoir peut-être un autre point de vue. Parce que, et ça, malheureusement, ça n'a pas été adopté. Nous, on aurait aimé ça qu'un organisme qui travaille, nous ou un autre organisme compétent, soit membre d'un comité aviseur ou du conseil même d'administration de la QRCB pour pouvoir justement faire de la vigilance, pour dire la décision que vous prenez, c'est peut-être pas la bonne ou ça va peut-être pas dans la bonne direction pour telle ou telle raison. Donc, amener peut-être une voix. Moi, je suis 100% en faveur de la consigne. On a même créé Pro-Consigne Québec à la fin des années 2000, une coalition de 200-300 organisations, municipalités, syndicats et autres. Donc, je suis 100% pour la consigne, je suis 100% derrière la QRCB même s'il y a eu des ratés. Il y a des choses à améliorer, ça j'en suis tout à fait conscient, puis on a aussi dénoncé certains aspects de la QRCB, mais on veut que ça fonctionne. Et une des façons pour nous que ça fonctionne ou que ça aurait bien fonctionné, c'est justement avoir des gens peut-être de l'externe qui ne sont pas des producteurs de bouteilles ou des producteurs de canettes, qui soient justement dans les instances là, décisionnelles de la QRCB ou au moins qui puissent faire valoir leur position. Mais ça n'a pas été accepté. Donc, il y a eu beaucoup de ratés, puis il y en a encore des ratés. Puis moi, même moi, des fois, je me dis, tu sais, si on veut que la consigne connaisse des problèmes, ben on fait exactement ce qu'on voit des fois. Donc, des fois, je me dis, est-ce que c'est volontaire, ben, écoute, tel Karel, problème ou autre? Oui. Moi, depuis le départ, j'ai déposé donc un mémoire à l'Assemblée nationale à l'époque sous la plume de Véronique Chabot, qui a fait un travail exceptionnel pour proposer des très bonnes pistes de solutions, qui ne réinventaient pas la roue, hein, qui reprenaient même l'opinion de certains groupes ou certaines associations, justement, mais avaient fait un résumé parfait. Est-ce qu'ils ont écouté les recommandations maintenant?
Ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'ils en ont pigé dans le sac et qu'ils en ont essayé d'en appliquer? Par contre, oui. Ça, c'est bien. Mais par contre, comme tu dis, actuellement, à part si je regarde, là, dans le conseil d'administration, si on avait un point là-dessus, mais on pourrait peut-être l'intégrer en même temps. C'est qu'actuellement, le conseil d'administration, comme tu dis, fait partie des grands producteurs comme Coca-Cola, Pepsi, Keurig, Dr Pepper, la SAQ, Coulombe, Sleeman, les grands brasseurs, les Onaya, AgroPur. Donc, on parle de grandes corporations quand même qui font partie de, je pense, de la tête dirigeante un peu du système. Donc, le système a été, comme tu as dit, comme migré. Si on peut expliquer un peu aux gens comment ça s'est passé, c'est que Consigne Action existait déjà à l'époque. Oui. Alors, Recyc Québec a dû mandater la QRCB de nommer un responsable un peu de la modernisation et de l'implantation, si je comprends bien. Ils ont donc sélectionné Consigne Action, qui existait déjà. Consigne Action, c'est une compagnie à but non lucratif, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, c'est comme au niveau de la collecte sélective, c'est comme Éco-entreprise Québec, qui est en fait un consortium d'entreprises, de producteurs qu'on appelle au niveau des contenants de boissons, là, pour ce qui est de Consigne Action, effectivement. Puis comme tu dis, elle existait avant, donc c'est rien de nouveau, c'est juste qu'on a officialisé, puis on l'a mandaté plus officiellement pour élargir la consigne. Et c'est maintenant aussi la QRCB qui reçoit l'argent de la consigne. Avant, c'était géré par Recyc Québec. La mécanique est un petit peu différente. Donc, la QRCB maintenant a beaucoup plus en fait, elle est responsable de tout, là, de l'implantation de la consigne, de la modernisation, des obligations réglementaires, là, comme à telle date, ça va être tel contenant qui va être consigné. La consigne va augmenter de 5 à 10. Donc, il y a plein d'aspects pour lesquels Consigne Action maintenant est responsable, dont aussi les points de dépôt. Donc ça, c'est un gros morceau aussi. OK. Bien, écoute, si je regarde ça sous toutes ses formes, je me rends compte finalement que dans les 40 dernières années, le système de consigne fonctionnait quand même d'une certaine façon. D'une certaine façon, on s'entend. Et il était géré à peu près par les mêmes personnes qui sont gérées maintenant actuellement dans la modernisation. Donc, en quoi ils peuvent réussir plus maintenant qu'avant? Ça, c'est la question que je poserais peut-être, puis qu'on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. Mais je dirais, c'est peut-être en effet ce qu'on aurait aimé voir en tant que citoyen ou producteur, c'est de voir qu'il implique donc des associations privées. Là, je vois que dans les noms qui ressortent, les seules compagnies externes, ça serait des compagnies comme Sobase, des compagnies comme ça. Bon, donc, à la base, est-ce que c'est un peu eux aussi qui ont fait qu'il y a eu des pressions au niveau des retours de contenants, peut-être même des retours de consignes à l'époque de l'annonce? Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, là, je fais un petit mélange, un petit topo, mais qu'est-ce qui fait que maintenant, ces gens-là sont peut-être les seuls à être sur le conseil, ou du moins qui font partie des gens qui vont conseiller finalement et qui vont recevoir des dividendes, si je comprends bien, puisque Consigne Action et les détaillants reçoivent donc des primes à la manutention pour recevoir les consignes. Oui, ben les détaillants, oui, effectivement. Mais en fait, parce qu'on considère que ce sont eux les responsables et non pas des organisations de la société civile là, qui sont responsables de la consigne. Donc, on veut vraiment responsabiliser les producteurs et les détaillants. Donc, on a dit à ces gens-là, mettez-vous ensemble, trouvez une solution. Vous avez un règlement à respecter. Voici le règlement, voici l'échéancier. Donc, allez-y. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de points d'achoppement parce que dans les années 2000 encore, c'était comme on a mentionné d'entrée de jeu, les boissons gazeuses, les contenants de bière, et c'était géré principalement par les détaillants. Les détaillants se plaignaient beaucoup de la consigne pour diverses raisons. Mais les vraies raisons, c'est surtout l'arrivée des bouteilles de bière de microbrasserie qui étaient des CRU. Donc, c'était pas ce qu'on appelle des CRM, là, les bouteilles standards là, de bière de 341 millilitres. Là, c'était vraiment des bouteilles de différentes formes de bière brune qui étaient aussi souvent pas faites au Québec, mais qui étaient de différentes formes, donc différentes grosseurs, qui étaient difficiles à gérer pour des détaillants. Et ça, c'est tout à fait vrai. À un moment donné, je trouve qu'on a perdu tout ce qui était distribution de bouteilles de bière
contenant remplissage unique, contenant remplissage multiple, l'Association des brasseurs du Québec, là, Molson-Labatt, là, pour faire bref, ont réussi à faire en sorte de ne plus avoir d'objectif de réutilisation de bouteilles de bière. Donc, ils devaient faire leur possible. C'était pas comme ça que c'était dit dans l'entente, mais c'était à peu près ça. Donc, les contenants à remplissage multiples, qui sont beaucoup mieux pour l'environnement, ont décliné beaucoup plus de contenants de bière de microbrasseries québécoises dans des bouteilles un peu bizarres qui étaient difficiles à gérer pour les détaillants. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Ils avaient raison à ce niveau-là. Et effectivement, les détaillants n'étaient pas non plus nécessairement construits à la base pour gérer le retour des contenants, et surtout avec un élargissement de la consigne, ça faisait plus de contenants à gérer. On va passer à terme à 5 milliards de contenants à gérer, donc on a quintuplé, si on veut, le nombre de contenants à peu près là, en quelques années. Donc les détaillants aussi, je les comprends, ça veut dire qu'ils veulent faire partie de la solution. Les détaillants ne s'opposent pas nécessairement à la consigne, mais ils s'opposent à la façon dont ils doivent eux-mêmes la gérer ou comment ça leur est imposé. Donc, et c'est pour ça là, que des fois, ça, comme j'ai dit, ça achoppe parce que des solutions proposées vont un petit peu à l'encontre. Là. Un détaillant est là pour vendre des biens de consommation, il n'est pas là pour gérer des contenants. Mais jusqu'à un certain point, ils ont aussi une responsabilité. En tout cas, écoute, Karel, je voulais te laisser aller là, sur le sujet, mais ce sujet-là, je le connais par cœur, puis je l'ai vécu. Puis non, les détaillants, en fait, n'avaient pas de prime à la manutention. Les grands brasseurs donnaient une prime à la manutention des contenants CRM aux détaillants, aux grandes bannières. Tandis que les microbrasseries, lorsqu'ils sont arrivés dans le marché, oui, achetaient un petit peu n'importe quel contenant différent, mais n'avaient pas les moyens de payer à cette époque-là une prime à la manutention, ce qui faisait que ça ne faisait pas plaisir, en effet, bien plus ça que de gérer des bouteilles en tant que telles. Et bien entendu, la faiblesse des microbrasseries, c'était leur réseau de récupération qui était déficient, qui n'était pas assez gros, assez nombreux pour aller ramasser rapidement la marchandise, en effet. Puis les grands brasseurs, eux, étaient pris pour ramasser donc ces contenants-là et avaient fait un deal avec les gouvernements REC Québec à l'époque pour avoir un dédommagement de toute façon à ce niveau-là. Donc, je dirais que les détaillants, ils ont fait la pression quand ils ont vu l'élargissement de la consigne, mais finalement, lorsqu'ils se sont entendus dernièrement avec la prime à manutention qui a augmenté pour tous les contenants maintenant, parce que la QRCB, donc, s'assure de probablement remettre cette prime à la manutention-là, c'est drôle, les détaillants ont arrêté de bouder la consigne. Les grandes surfaces, du moins. Oui, donc, tout à fait. Je pense que c'était le nerf de la guerre, finalement. Là. Ben, ça faisait effectivement partie d'un des problèmes, c'est-à-dire l'arrivée des contenants, c'était de la bière. Donc, c'était pas de la consigne publique, c'était de la consigne privée. Mais il y avait pas de... Et souvent, les détaillants n'acceptaient pas le retour de contenants de bière de microbrasserie parce qu'il y a personne qui voulait les prendre. Comme tu as dit, le réseau de collecte, si on veut, des bouteilles de microbrasserie n'était pas là. Donc, c'était pas la même chose pour les CRM, les bouteilles de bière réutilisables. Et ça semait la confusion aussi. C'était un peu c'était vraiment compliqué pour bien des gens. Et ça fait en sorte que la consigne... il y a eu vraiment beaucoup de consignes bashing, là, si on veut, à une certaine période. Et quand la CAQ a parlé de l'élargissement, c'était un petit peu, je ne veux pas dire pour faire le ménage, mais pour clarifier ça et surtout dire aux producteurs, là, arrêtez, là, vous êtes responsable des contenants que vous mettez en marché, incluant la SEQ, ce qui était un petit peu, je veux dire, étonnant parce que la SEQ a toujours été opposée à la consigne. Nous, on a passé 3 années en commission d'accès à l'information contre la SEQ qui bloquait l'accès à certains documents et on avait des relations qui étaient, je ne veux pas dire, c'était cordial, mais on avait du mal à communiquer avec la SEQ. Puis la SEQ avait beaucoup de désinformation dans les années 2010 sur la récupération des bouteilles de vin. Elle parlait d'un haut taux de récupération, oui, sauf que la récupération ne veut pas dire recyclage. Donc, des fois, ils jouaient avec les mots, ils jouaient avec les termes, et le fait que la consigne soit élargie et inclut la SEQ, qui en passant une instance gouvernementale là-dedans, ça responsabilise tout le monde. Maintenant, c'est au niveau de la mise en place, là, c'est-à-dire les points de dépôt, quel contenant va être consigné, quel contenant ne le sera pas. Puis il y a plein de détails aussi, comme le nombre de lieux de dépôt au Québec, la distance qui les sépare, la grosseur des magasins qui devraient être inclus dans
la mise en place de lieux de dépôt. Là, ça devient peut-être un petit peu compliqué pour le commun des mortels et aussi peut-être pour les détaillants et jusqu'à un certain point pour la QRCB qui doit gérer avec tout ça. Donc, on est prompt à acheter la pierre à la QRCB, mais elle doit aussi conjuguer avec des entités qui s'opposent, en tout cas qui sont pas nécessairement contents de la façon dont ça se déroule pour plusieurs raisons. Puis à travers tout ça, il y a les citoyens qui chialent aussi jusqu'à un certain point. On voit beaucoup de citoyens qui disent « Ouais, mais les centres de dépôt sont loin, il n'y en a pas. » Il y en a même qui tiennent des podcasts aussi, qui font de la consigne bashing, là, littéralement en disant que le bac de récupération fait la job de toute façon. Puis pendant des années, on a dit que le bac, ne faisait pas la job. Ça veut dire c'est pas parce que tu récupères une bouteille de vin qu'elle va être recyclée. Donc, c'est du gaspillage, puis tu contamines les matières du bac et tu contamines le verre. C'est pour ça qu'il y a eu une commission parlementaire en 2018. C'est pour ça qu'il y a eu une annonce faite en 2020. C'était pour... On consomme des contenants, il faut s'assurer minimalement qu'on les recycle. Et là, c'est le principe de la responsabilité élargie des producteurs qui a embarqué là-dessus. Comme pour les contenants, les imprimés et emballages du bac de récupération, maintenant, c'est aussi une REP là, qui gère ça. Les REP, c'est ce qui se passe à travers le monde. On en a plein au Québec, sur les fluos compacts, sur les piles domestiques, sur les produits électroniques. Donc, c'est pas nouveau pour la consigne, puis c'est vraiment, je pense, le moyen approprié. Oui, c'est pas parfait, mais c'est le moyen qu'il fallait mettre en place pour les contenants de boissons prêts à boire. Donc, l'eau, le jus, l'alcool, le vin. Vous avez apprécié cette entrevue? Vous pourrez voir donc l'intégralité sur notre chaîne YouTube dans le descriptif.